Est-ce qu'on apprend des choses dans ce procès? Et sa nécessité, sa personne n'en doute, mais voilà. Et est-ce que ça avance, pour dire les choses très simplement? Bien sûr, c'est un procès extraordinaire. C'est-à-dire que, après, comme le reportage l'a montré, il y a eu toute une période au début de retour sur les faits. Oui. Les familles des victimes ont défilé, les parties civiles étaient là. C'était un procès tout en émotion. Et là, depuis la semaine dernière, la cour d'assises entame au cas par cas l'examen des 11 prévenus qui sont dans le box. Un par un. Un par un. Alors, vous savez, une salle d'audience, c'est comme une musique. Vous pouvez fermer les yeux dans une salle d'audience, et il y a une petite musique. Il y a deux box, un box de chaque côté. Là, il y a beaucoup de policiers dans le box. La cour d'assises, ils sont en uniforme rouge. C'est un cérémonial très, très, très figé. Oui. Et cette petite musique, elle va vous dire innocent, coupable. Innocent, coupable. Vous vous dites, c'est interdit de se dire ça, puisque la présomption d'innocence, c'est seulement la justice à la fin dira. Mais vous dites dans une salle d'audience, est-ce que bien sûr, votre cerveau fonctionne comme ça. Est-ce que la personne qui parle, est-ce qu'elle est innocente ou est-ce que c'est un terroriste? Et alors tous, ils arrivent en expliquant, depuis le début, c'est ça, qu'ils n'y sont strictement pour rien. Et pendant toutes leurs explications initiales, vous les croyez. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous les croyez parce que ce sont des voyous de banlieue qui ont été pris dans un maelstrom, qui se sont connus en prison, et ils ont l'air de bonne foi, ils sont très intelligents. Et puis, ça va se gripper. Oui. Ça va se gripper à chaque fois parce que la police a fait un travail de titan. On n'a pas idée, et c'est ce qui apparaît, c'est la première leçon quand vous êtes dans cette salle, c'est le travail de titan de la police pour en arriver là. Donc une fois qu'ils ont fait leur numéro de... Et alors là, tout se grippe, parce que la police, elle a trouvé des traces d'ADN sur des armes qui sont censées pas avoir touché, des armes de Koulibaly qu'on retrouve dans l'hypercachère. Elle a trouvé d'un ADN sur une lanière de taser. Là, vous vous rendez compte le travail qu'il a fallu déployer pour en arriver à ces traces d'ADN infimes. Et puis ça se grippe parce que la police, elle a fait un travail d'analyse des bornes téléphoniques, donc grâce aux bornes téléphoniques des uns et des autres. Alors ils ont des téléphones, certains. Un de la semaine dernière, il changeait son téléphone, ses puces de téléphone, tous les 7 jours. C'est-à-dire qu'il a fallu analyser 31 lignes de téléphone. Et puis il avait des téléphones dédiés aux gens normaux, comme il disait, et puis un téléphone dédié aux gens du business, comme il disait. Donc autrement dit, on devine le travail pharaonique de la police pour essayer, avec des morceaux de puzzle, comme de l'archéologie, de retrouver qui a fait quoi. Et là, ça se grippe, parce qu'en général, un témoin, c'est le cas, vient expliquer à la barre. Les témoins, vous savez, ils sont pendant des heures dans la salle des témoins, et puis tout d'un coup, ils sont projetés dans le chaudron, ils ne savent pas ce que vient de dire le prévenu, et puis tout d'un coup, c'était 2 femmes à chaque fois, elles viennent de dire, mais pas du tout. Celui qui s'était présenté comme quelqu'un qui s'était jamais radicalisé de sa vie, qui était juste un pratiquant musulman, qui faisait le ramadan, quelques prières, qui jouait à la PlayStation et qui n'était pas du tout radicalisé, tout d'un coup, quelqu'un qui l'a côtoyé, une femme, vient de dire, si, non seulement il était radicalisé, mais il était encore plus radicalisé que moi, puisqu'il regardait des vidéos de décapitation. Alors là, tout s'effondre. Et l'innocent du matin, vous le voyez comme un coupable. Et quand vous le voyez comme un coupable, l'innocent du matin, vous vous dites, parce que ça c'est vertigineux, vous vous dites, mais alors s'il est coupable, ça veut dire qu'il ment depuis le début. Et puis qu'il ment face aux familles qui sont là. Ça veut dire que ça fait 7 semaines qu'il mente. Ça veut dire que tout continue. Et là, vous ressortez de la salle d'audience le soir en disant, les magistrats ont un énorme travail à faire. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter sur ce qui se passe en ce moment concernant, en tout cas, ce premier procès dont nous parlons? Alors d'abord, sur l'évolution de tout ça. Ça fait maintenant une 30aine d'années que je suis des procès de terroristes islamistes, et dans plusieurs pays. Donc je réfléchissais là, pendant le procès des attentats de janvier 2015, sur l'évolution. Et elle me paraît intéressante à décliner de la manière suivante. Il y a une 30aine d'années, même 25 ans, quand un terroriste, quel qu'il soit, islamiste ou pas, d'ailleurs y compris l'extrême gauche, arrivait devant une cour d'assises, 1, il assumait ce qu'il était. 2, il assumait les faits qui lui étaient reprochés. 3, il utilisait le procès et le tribunal comme tribune pour son idéologie mortifère. Bon, progressivement, à partir, je dirais, du début des années 2000, et je vais vous dire pourquoi, il y a un changement qui a commencé à s'opérer où on a vu des islamistes revendiquer de moins en moins
assumer de moins en moins et mentir de plus en plus. Oui. Alors, on reviendra probablement sur la notion de dissimulation de taquilla, mais pour l'instant, je vais dire la chose suivante. S'agissant du procès, ou des procès, des 3 procès qui sont en cours, donc je suis de façon, je dirais, enfin je tourne entre les différentes salles d'audience régulièrement. Je vous connais, oui. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai, apporté une petite nuance, et sans prétention. Pourquoi je sais qu'ils mentent dès le départ ? Parce que tout simplement, ils n'apportent absolument aucun fait nouveau dans leur récit. Ils ne commentent que ce qui est démontré par les services d'enquête. Oui, c'est vrai. Et à aucun moment, et c'est là où on voit si quelqu'un est sincère ou pas, dans la perception, quand vous avez un innocent, vous savez, quand vous rentrez, il va vous expliquer pourquoi il est innocent, parce qu'il était là, il a un alibi, il vous corrige un récit des services d'enquête, et c'est cohérent, et il y a une logique à tout ça, etc. Et vous sentez quelque chose. Et vous sentez cette part d'humanité, l'imperfection. Et là, vous avez autre chose. Non pas que vous ayez des terroristes islamistes, non pas que vous ayez des gens radicalisés, non pas que vous ayez des délinquants, vous avez le gendre idéal en face de vous. Oui. Je veux dire, ces messieurs, vous les entendez parler, vous avez l'impression que c'est le gendre idéal. Vous dites, mais on est quoi, en dictature ? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là en prison, les pauvres ? Ça n'est pas normal. Et en vérité, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'ils reconstruisent d'eux-mêmes une image qui est non pas un pas de côté de ce qu'ils sont, qui est aux antipodes de ce qu'ils sont. Un, ils se rasent alors qu'ils portaient la barbe au moment de leur incarcération, donc déjà, ça permet de donner une autre image. 2, il ne tient pas de discours religieux. 3, ils disent, mais, madame, mais, pardon, c'est des enculés qui ont fait ça, mais vas-y, c'est pas bien ce qu'a fait Koulibaly. Et donc, en gros, ils vous disent que ce sont des gens extrêmement sympathiques. Ils tiennent, pardon, je suis un peu vulgaire parce que je reprends leurs propos, ils utilisent en fait le langage courant du voyou pour vous dire que nous sommes que de petits délinquants qui étaient là par hasard, qui sont des amis de Koulibaly par hasard, qui ont touché des armes par hasard, qui ont financé par hasard, qui se sont déplacés par hasard, qui se sont rencontrés par hasard. Il n'y a jamais eu de cohérence dans le récit. C'est pour ça que je suis convaincu que tous, comme ils sont dans le box, sont de fiefs menteurs. Béatrice Brugère, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça se passe et de ce que l'on apprend ou n'apprend pas, ou de ce que l'on découvre ou non, ou du comportement des uns et des autres ? Alors, d'abord, la pédagogie de l'audience est quelque chose d'extraordinaire que l'on trouve dans ces procès terroristes et qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir dans d'autres procès. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on a du temps. Et ce que vient de dire Mohamed Sifawi est tout à fait juste. On a du temps, mais on a tellement de temps, justement, que ça permet aussi de reconstruire une autre identité ou une autre façon de se présenter parce qu'ils ont le temps d'être, ce qu'ils viennent de dire, le genre idéal. En fait, ça m'inspire deux réflexions. La première réflexion, c'est la pédagogie de l'audience qui est extrêmement intéressante, qui démontre toute la difficulté pour les magistrats d'appréhender, si vous voulez, des personnalités, et là ça déconstruit un peu des stéréotypes, qui sont extrêmement intelligents, y compris dans leur défense. Le stéréotype, c'est toujours de dire on a affaire un peu à des paumés, des pauvres types qui sont passés par là. Donc déjà, ça déconstruit ce stéréotype parce qu'on voit sur cette semaine, c'est très long. Hein. Il faut avoir quand même cette capacité de tenir le coup. D'absorption. Oui, c'est pas les rien. Magistrats, comme entre la pression, parce qu'en plus c'est filmé, il y a un monde fou, il y a les parties civiles. Donc quel sang-froid déjà ? Il faut avoir un énorme sang-froid. Donc déjà, ça déconstruit ce stéréotype de dire c'est vraiment des imbéciles, des pauvres types, etc. En tout cas pour ces profils-là. Deuxièmement, et ça c'est la deuxième réflexion que ça m'inspire, c'est que il faut absolument qu'on ait des magistrats extrêmement spécialisés. Qui ne soient pas dupes de cette façon d'aborder les choses, parce que non seulement ils peuvent être très bons, pas toujours, mais ils peuvent être très bons, mais leurs avocats aussi sont très bons. C'est-à-dire qu'on a affaire aussi aujourd'hui à des avocats de très haut niveau qui sont en capacité, j'allais dire, de leur apporter une défense de très haut niveau. Donc il faut qu'on ait en face des magistrats extrêmement spécialisés, et c'est là, et on en a déjà parlé, où la direction du procès, c'est-à-dire le président, est capitale. Un rôle fondamental. Oui, capital, à la fois pour faire accoucher, j'allais dire, des contradictions, se souvenir qu'il y a 5 semaines, par exemple, quand on est à la fin du procès, un tel avait dit ça. Donc ça veut dire une parfaite connaissance du dossier et une parfaite vigilance, c'est-à-dire pour poser les questions au bon moment. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une course de fond, un procès de cette semaine.
il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire qu'il faut être toujours en vigilance quand on est magistrat. Parce qu'un argument, et c'est très bien ce que vous disiez, peut, puisqu'on est sur aussi l'émotion, renverser tout d'un coup. Voilà, donc c'est très compliqué ces procédures.